Et c'est l'heure du journal avec Alexandra Planinic. Bonjour Alexandra. Bonjour, une année de plus au gymnase, c'est ce qui se profile dans 3 cantons dont Vaud. Une maturité en 4 ans, oui, mais les profs vaudois veulent que les moyens suivent en conséquence. Réorganisation en perspective pour la task force scientifique de la Confédération. Sa taille va se réduire d'ici cet été avant d'être remplacée par une autre structure scientifique permanente. Fin de l'opération Barkhane au Sahel, soit l'opération extérieure la plus importante de l'armée française. C'est l'annonce hier d'Emmanuel Macron, un retrait non sans conséquences et qui survient dans un contexte diplomatique difficile après un nouveau coup d'État au Mali. C'est un changement majeur qui se profile pour 3 cantons romans. Le gymnase passera de 3 à 4 ans à Neuchâtel, le Jura et Vaud. Une année supplémentaire à laquelle les professeurs des collèges et des gymnases vaudois sont favorables. Mais Julie Liardet, pas à n'importe quel prix. Les associations qui les représentent viennent d'envoyer une lettre ouverte à Cécile Amarel, conseillère d'État vaudoise en charge de la formation. La stratégie, mettre un petit coup de pression alors qu'une consultation interne est en cours jusqu'à mi-juillet au sein de la conférence des directeurs de l'instruction publique. Gilles Pierrimbert, président de la Société vaudoise des maîtres secondaires. Notre demande principale, c'est que le canton de Vaud ne tente pas d'organiser un gymnase en 4 ans qui coûterait le même prix qu'un gymnase en 3 ans. Par conséquent, qu'ils mettent les moyens, tant en termes d'infrastructure que d'encadrement des élèves, pour qu'on ait véritablement une maturité en 4 ans après les 11 années d'école obligatoire. Les maîtres vaudois demandent aussi de prolonger la consultation en cours. Mais en fait, d'où vient cette volonté d'harmonisation ? Eh bien, il s'agit d'un consensus qui s'est formé au sein de la conférence des directeurs de l'instruction publique après le résultat de plusieurs enquêtes. Et enfin, si on parle aujourd'hui du gymnase en 4 ans, ce n'est pas pour tout de suite. L'assemblée plénière de la CDIP devra voter probablement l'an prochain. Et ensuite, les cantons auraient droit à un délai de mise en œuvre qui est fixé pour le moment à 10 ans. Un homme condamné pour des faits de terrorisme ne pourra pas récupérer sa nationalité suisse. Le tribunal administratif fédéral a rejeté hier le recours de cet ancien double national suisse-turc. Lui retirer son passeport à Croix-Blanche répond à la nécessité de protéger l'État et la société de menaces terroristes, estiment les juges de Saint-Gall. Cet homme peut encore faire recours au tribunal fédéral. Quelles règles éthiques et juridiques pour encadrer l'utilisation des armes autonomes, robots et drones notamment ? Le Conseil fédéral va devoir se pencher sur la question. Le national lui en a donné le mandat hier car les députés Marielle Savoie s'inquiètent des lacunes du droit international dans ce domaine. Des robots tueurs qui font la guerre à la place des humains. Dit comme ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est en train de devenir réalité. Des drones pourraient avoir tué des soldats en Libye sans intervention humaine. C'est en tout cas ce que révèle un récent rapport d'experts réalisé pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà qui inquiète la Commission de politique de sécurité du national, car à ce stade, le droit international ne prévoit pas de disposition sur l'usage des armes autonomes et de l'intelligence artificielle. Le Conseil fédéral, lui aussi, se montre prudent. Il le reconnaît, les capacités autonomes des systèmes d'armement pourraient avoir des avantages en matière de sécurité, mais les utiliser sans aucun contrôle humain est inadmissible car il est impossible d'anticiper toutes les conséquences. La Suisse va donc participer aux discussions internationales pour tenter d'établir des règles claires et un cadre juridique contraignant. D'ici l'été, d'ici à l'été, j'allais vous le dire, Alexandra. Non, mais je pensais que c'était à vous. D'ici à cet été, la task force scientifique de la Confédération se fera plus petite. Voilà, avec les cas qui baissent, la vaccination qui progresse, elle estime qu'il n'est plus utile pour l'instant d'avoir quelques 80 scientifiques mobilisés bénévolement et à plus long terme, elle devrait disparaître dans sa forme actuelle et pourrait être remplacée par une cellule scientifique permanente, comme l'explique Samia Hurst, vice-présidente de la task force. C'est une structure qui a été créée pour répondre à une urgence. Et une fois que cette urgence sera passée, elle n'aura plus de raison d'être. Les personnes qui la composent ne seraient pas les bonnes personnes pour d'autres crises futures, mais d'autres crises futures, il y aura. Et un des acquis de cette crise pandémique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il était possible d'avoir une ligne directe plus efficace vers la place scientifique suisse pour nos autorités. Ce serait dommage de perdre cela. Donc effectivement, ce serait utile de pouvoir maintenir une plateforme de communication rapide qui ne serait pas nécessairement très grande, mais qui aurait la capacité de créer une nouvelle task force face à une nouvelle crise qui devrait forcément ensuite recruter des personnes dont l'expertise serait pertinente à la crise donnée. Le moment venu, ce serait forcément des personnes différentes de cette fois-ci.
Des propos recueillis par Alexandra Richard. À noter aussi que la task force scientifique va changer de responsable. Martin Ackermann transmettra la direction à Tania Stadler, professeure à l'antenne de Bâle de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et reprise en vue pour l'aéroport de Zurich. Au mois de mai, 450 000 passagers y ont transité, soit 10 fois plus qu'à la même période un an plus tôt. Même si ce chiffre reste inférieur de plus de 3/4 par rapport à mai 2019, l'aéroport de Zurich note que l'envie de voyager et l'assouplissement des restrictions de voyage par de nombreux pays sont perceptibles. Le G7 se réunit dès aujourd'hui dans le sud-ouest de l'Angleterre, son premier sommet en près de 2 ans, une réunion durant laquelle l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis vont notamment s'engager à distribuer aux pays pauvres 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid dans l'espoir d'éradiquer la pandémie. L'opération Barkhane sous sa forme actuelle va prendre fin. Ce sont les mots qu'a prononcés hier le président français Emmanuel Macron. Engagés depuis 2013 au Mali pour faire face à l'expansion djihadiste, les militaires français sont aujourd'hui plus de 5000 au Sahel à lutter contre le terrorisme aux côtés des forces armées nationales, la plus grande opération extérieure du pays dont les principales actions se déroulent au Mali. Mais quels sont les termes de ce désengagement, Paul Lorgerie, et avec quelles conséquences pour le Mali ? Eh bien, plus de précisions seront données avant la fin du mois de juin. C'est en tout cas ce qu'a promis Emmanuel Macron. Des travaux seront menés dans les prochaines semaines avec les États-Unis en charge du volet renseignement, qui était pourtant dans une optique de retrait total du Sahel sous l'ère Trump. Et bien sûr, avec les partenaires européens, dans le but de créer une coalition internationale de lutte contre le terrorisme. Seront donc renforcées la Task Force Takuba, composée d'éléments des forces spéciales européennes, et la mission de formation de l'Union européenne, le UTM, dont les activités sont d'ailleurs en cours de régionalisation au Burkina Faso, puis au Niger. Reste à savoir quels pays y prendront part. Mais cette annonce survient surtout dans un contexte diplomatique tendu. Depuis le 3 juin, les opérations conjointes avec les forces armées maliennes ont été suspendues à la suite d'un coup d'État le 24 mai. Et les autorités de transition souhaitent ouvrir un dialogue avec les groupes djihadistes qui gagnent chaque jour du terrain, ce à quoi la France s'oppose formellement. Paul Orgerie pour RTS Info à Bamako. En Algérie, coup de filet contre l'opposition à la veille des élections. Karim Tabou, figure du Hirak et le directeur d'une station de radio proche de ce mouvement pro-démocratie, ont été interpellés. Des arrestations qui ont lieu donc peu avant le début des législatives anticipées, censées apporter une nouvelle légitimité au régime. Des élections rejetées par le Hirak et une partie de l'opposition sur fond de répression généralisée. Le suspense demeure à la présidentielle du Pérou. Le résultat officiel ne sera finalement pas connu avant plusieurs jours, a indiqué hier le jury électoral. Pedro Castillo s'estime toutefois vainqueur. Hier soir, le candidat de la gauche radicale était crédité d'un peu plus de 50% des voix. Il devance de presque 70 000 voix sa rivale de la droite populiste, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori qui a demandé mercredi déjà l'invalidation de 200 000 bulletins. Et enfin, au tennis, coup d'envoi cet après-midi des demi-finales hommes de Roland-Garros pour un 58e affrontement sur le circuit entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Une rencontre qui vaudra son pesant d'or dans la chasse au record. L'autre demi-finale se tiendra entre Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Et du côté des dames, Barbora Krejcikova s'est qualifiée hier pour sa première finale de Grand Chelem. Elle affrontera Anastasia Pavlyuchenkova. Toute cette maîtrise des noms, c'est assez impressionnant. Merci beaucoup, Alexandra Planinic. On se retrouve un peu plus tard pour d'autres informations.